All rise. Oui, vous levez. Please be seated. Mr. Traldi, please proceed. Le président, Monsieur Traldi, veuillez poursuivre. Monsieur Traldi, merci, Monsieur le Président. La défense soutient au paragraphe 646, comme l'a dit, je ne pouvais pas nommer des commandants de corps ou de brigade. Et la défense essaye de donc dire que c'est Karadzic qui contrôlait cela. En fait, nous pouvons voir que c'est Mladic qui est nommé les commandants des brigades. C'est dans la pièce P49-85, lors de la réunion avec Svetoslav Andreevich à Vlasenica le 18 mai 1992. Skorovic a dit dans son témoignage que le personnel de l'état-major principal était promu et nommé sur la base des ordres de Mladic, même si ces ordres devaient être signés par Karadzic. Mais il y a une chose qui est encore plus cruciale. Karadzic et Mladic travaillaient ensemble pour mettre en œuvre l'objectif commun, les deux. Donc, répéter sans cesse qu'il est important d'avoir une unité entre les organes militaires et politiques, ce que Guerrero a appelé la valeur la plus grande de la VRS, P7391, page 3. Karadzic, en tant que commandant suprême, reconnaissait et se reposait sur le rôle essentiel de Mladic pour ce qui est des efforts déployés par l'armée. Lovanovic a expliqué par exemple que le président de la municipalité d'Ushko-Korniacha, le président de la municipalité de Chajnice, et c'est la municipalité qui n'est pas couverte par l'acte d'accusation, était donc le commandant de la brigade là-bas au début. Il voulait remplacer le commandant qui avait été nommé par la suite conformément à la décision de l'état-major principal. Lorsque Milovanovic a demandé que le colonel Milenko Jivanovic se plaigne à Karadzic, Karadzic a appelé Korniacha et a dit, je cite, Dushko, nous sommes médecins, nous ne savons pas comment commander pendant la guerre. Laissons les professionnels commander. Fin de citation. Et c'est comme cela que c'était pendant la campagne de nettoyage. Karadzic rencontrait Mladic pour donner des lignes directrices pour ce qui est de la stratégie, mais laisser les professionnels commander l'armée, comme Karadzic a dit en janvier 1994, je cite, j'acceptais les décisions de tous les officiers et du général Mladic, CP 040 94, page 2. Alors que Karadzic donnait des ordres concrets, en particulier plus tard pendant la guerre, c'était une exception et il n'y avait pas de preuves disant que Karadzic contournait Mladic ainsi que l'état-major principal pour donner des ordres aux unités de la VRS de commettre des crimes à leur insu. La défense s'appuie sur le témoignage de Milovanovic qui a déclaré que Karadzic lui donnait des ordres directement en contournant Mladic pendant l'opération Tempête en 1995, après quoi la VRS a essuyé un nombre de défaites sérieuses dans la Krajina. Milovanovic a dit pendant cette période-là que Karadzic, pour ce qui est de cette période de temps-là, que Karadzic lui donnait des ordres directement et expliquait, je sais, tous les ordres que je recevais de lui étaient transmis par moi-même au général Mladic. Et j'attendais la position de Mladic, puisque Mladic était mon supérieur hiérarchique immédiat, donc il a informé Mladic de la situation. Et c'est longtemps après que Mladic et Karadzic nettoyaient ethniquement la plus grande partie de la BH en utilisant de la VRS, il n'y avait pas de
pertinence pour ce qui est du commandement et du contrôle de Mladic par rapport aux incidents retenus dans l'acte d'accusation. Mais lorsqu'on procède à l'examen approfondi de ces preuves, on peut voir que Mladic a continué à commander et à contrôler, et à la fin, Karadzic a retiré sa décision. Lorsque la défense parle de cela au paragraphe 32-87 de son mémoire en clôture. Donc elle parle de cela. Par le commandement et le contrôle ferme, Mladic faisait ou contribuait à la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune principale dans cette affaire. D'autres contributions de Mladic sont indiquées au paragraphe 290 de notre mémoire en clôture. L'un des messages que Mladic faisait diffuser par la chaîne de commandement était le point de vue des membres de l'entreprise criminelle commune, dont M. Tiguer a parlé, que les non-serbes étaient leurs ennemis. Le président, M. Traldi, vous êtes invité à ralentir votre débit. M. Traldi, je vais essayer de le faire, Monsieur le Président. Mladic a écrit: il faut que vous continuiez de façon énergique à avancer et de ne prêter pas attention à ce qui se passe autour de nous. Les Turcs doivent disparaître de ces régions. Fin de citation. La défense. Et ici, on voit son désir d'expulser cette population, et que ce désir commence à se réaliser. Dans la pièce P1719, Mladic explique que beaucoup de ces musulmans de Bosnie n'étaient même pas turcs, mais Poturice. C'est une expression péjorative, et il les appelle racailles, qui a trahi le peuple serbe. Et ce message a été diffusé par la chaîne de commandement à tous les échelons de la VRS. Nous voyons que le témoin Dragicevic, qui était commandant adjoint pour les affaires juridiques, pour le moral et les questions du culte, a écrit que les Serbes sont supérieurs aux musulmans du point de vue génétique, plus forts, plus jolis et plus intelligents. Il les appelle Poturice. Et au paragraphe 72 à 82 de notre mémoire en clôture, nous soulignons le rôle clé que jouait le secteur de Dragicevic lors de la propagande et de la campagne qui visait à diffuser les messages concernant l'objectif criminel commun qui devait être mis en œuvre sur le terrain. Nous voyons que par la diffusion de ce message au niveau des corps de la VRS, et c'est surtout dans le rapport de Bogojevic que l'ennemi devait être déplacé, c'est par rapport aux populations musulmanes et croix de Kotor-Varouche. CP 38-18, Marco Samardzija, officier du 17e brigade, a fait référence à notre ennemi interne, la population musulmane dans nos villages. P519, également dans l'exhortation du commandant Galic du SRK par rapport à ces soldats qui disaient, je cite, la valeur de chaque individu et de chaque unité se mesure est mesurée d'après ce qu'ils avaient été fait pour sauvegarder les Serbes et les territoires serbes, également par rapport au nombre de Poturica liquidés et la taille du territoire saisi. Fin de citation. La VRS a occupé et ethniquement nettoyé le territoire revendiqué par les membres de l'entreprise criminelle commune. Ici, nous voyons comment l'état-major principal a décrit ses objectifs de la campagne de 1992 dans le rapport d'aptitude au combat. Libérer les territoires qui sont les nôtres et qui nous appartiennent selon notre droit de naissance historique. Et parmi ces territoires se trouvent les municipalités couvertes par l'acte d'accusation. Ici, nous voyons, et CP 73, 25, page 2, l'ordre de Gbero du 19 mai, où on voit quel était le point de vue de l'état-major principal
à savoir que, je cite, le peuple serbe, qui est le peuple constitutif, qui vit sur à peu près 65% du territoire et représente à peu près 35% de la population de Bosnie-Herzégovine, doit lutter pour une division totale par rapport au peuple musulman et croate et pour créer leur propre État. Vous avez pu entendre des témoignages de témoins de la défense que c'était l'objectif stratégique numéro 1 et c'était l'ordre pour mettre en œuvre cet objectif stratégique numéro 1. Et c'est de cet objectif dont parlait l'expert de la défense et un témoin du premier corps de la Krajina. On peut voir dans notre mémoire en clôture, Mladic savait très bien comment les unités de la VRS opéraient pour atteindre cette division totale. Il devait être au courant de cela pour pouvoir exercer le commandement. La Chambre a entendu des moyens de preuve pour ce qui est du témoignage de Boric, par exemple, du deuxième corps de Krajina, qui disait que Mladic savait quelle était la situation sur les lignes de front et sur les positions du deuxième corps de la Krajina, sans que je doive lui envoyer des rapports là-dessus. Fin de citation. Cela veut dire que Mladic était au courant de la situation dans la zone de responsabilité de la VRS. Et la deuxième référence est P439. La défense essaye de minimiser donc la connaissance de Mladic pour ce qui est de la campagne tristement célèbre de nettoyage ethnique en disant au paragraphe 665 que si Mladic ne demandait pas des rapports de combat détaillés, il n'était pas informé là-dessus. Cette affirmation néglige le fait qu'il présidait les réunions de l'état-major principal lors desquelles on discutait de ces rapports. Ensuite, il néglige les témoignages de Simic, commandant du corps de Bosnie orientale, qui parlait avec Mladic quotidiennement pour l'informer des rapports de combat quotidiens, indépendamment du fait si Mladic se trouvait à Tsarnaïevka ou sur le terrain. SCP 4325, page de compte rendu 28494. Il néglige également que même le témoin cité par Euf Banduka a déclaré dans son témoignage que pendant que Mladic était présent à Tsarnaïevka, je cite, on lui transmettait ces informations du centre des opérations de l'état-major principal et lui ont été transmis par le chef de l'état-major lui-même. Par rapport à la connaissance détaillée de Mladic concernant ce que ces unités faisaient, il était au courant du fait que ces ordres étaient exécutés par la perpétration des crimes à grande échelle. Nous savons qu'une campagne tristement célèbre a été menée, et c'est au paragraphe 283 et 479. Beaucoup de crimes retenus dans l'acte d'accusation étaient connus. Au niveau individuel, en Bosnie-Herzégovine ou à l'extérieur de Bosnie-Herzégovine, M. Taguer a parlé de la campagne de 12 mai 1992. Donc, la communauté internationale était au courant de la campagne de nettoyage ethnique et Mladic aurait dû être au courant de cela. Parce qu'il recevait des communiqués de presse des organisations internationales. Il était informé par les gens avec qui il avait des réunions. Mladic recevait directement des rapports concernant des crimes et la défense a parlé de cela au paragraphe 736, mais ils ne donnent pas d'exemple pour... la défense affirme qu'il recevait des rapports du système judiciaire militaire concernant des poursuites au pénal engagées contre les auteurs de ces crimes. Et je vais parler du système de justice militaire dans quelques instants, mais j'aimerais ici dire clairement que dans ces rapports, il n'y a rien pour nous laisser entendre que les auteurs des crimes contre les non-serbes étaient poursuivis au pénal. Nous avons donc énuméré dans notre rapport en clôture quelques rapports directs sur les crimes et nous voyons par exemple que Mladic était au courant et c'est
à la pièce P37-33 du fait que le premier corps de la Krajina a essayé, je cite, d'expulser, fin de citation, les réfugiés musulmans et croates vers la Bosnie centrale, mais c'était raté. Ensuite, dès 418, où le premier corps de Krajina a dit, je cite, que la population musulmane dans la région du village de Lichnia avait été expulsée, fin de citation, ainsi qu'à d'autres endroits. Dans ces rapports, on peut voir des exemples des moyens utilisés par la VRS pour mettre en œuvre l'objectif commun des membres de l'entreprise criminelle commune. Les moyens de preuve démontrent que la VRS ainsi que d'autres forces des Serbes de Bosnie appliquaient le même scénario pour commettre des crimes sur les territoires revendiqués par les Serbes. Ce scénario était appliqué dans les municipalités retenues dans l'acte d'accusation et la plupart des moyens de preuve démontrent que la campagne de nettoyage englobait non seulement des crimes retenus, mais également d'autres infractions pénales indiquées au point 3 de l'acte d'accusation. Et nous avons vu que ce scénario était également appliqué dans les faits qui ne sont pas répertoriés dans l'acte d'accusation. Les conclusions pour ce qui est de ce scénario nous disent qu'il s'agissait des crimes graves et commis à grande échelle. Ces crimes étaient organisés, préparés et planifiés auparavant et étaient visés à réaliser l'objectif commun. Maintenant, nous allons voir à nos écrans l'ordre du général Mladic, qui représente une partie de la directive 4 signée par Mladic, où il est dit qu'il faut exténuer l'ennemi, lui faire essuyer les pertes les plus grandes et les contraindre à quitter Biradjepa et Goražde avec la population musulmane. Fin de citation. Il s'agit d'un ordre sans équivoque qui disait que la population musulmane devait être expulsée. Un ordre visant au nettoyage ethnique. Et cette interprétation claire de cet ordre est confirmée par le fait que la VRS avait mis en œuvre la directive 4 en expulsant des milliers de musulmans de Bosnie, de la région de Birac. Ensuite, la genèse de la directive 4 pour ce qui est donc de sa rédaction, et c'était à la réunion entre Mladic et les dirigeants des Serbes de Bosnie haut placés, lorsqu'ils discutaient de besoin de nettoyer de la Bosnie orientale, où par exemple l'exécution de l'ordre du commandant Jivanovic, où il est ordonné explicitement aux unités d'expulser la population musulmane. Et sur la base de l'objectif de Mladic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune pour avoir une Bosnie orientale serbe et homogène, ce qui avait été déjà réalisé en procédant au nettoyage ethnique à grande échelle avant la rédaction de la directive 4. Donc, ce sont les paragraphes 412 et de notre mémoire en clôture. Il s'agit des opérations systématiques de nettoyage ethnique des villages, d'un village à la fois, P73-61, ensuite la description sans motif des hameaux musulmans autour de l'enclave Tierska, P21-93, P40-93, et comme le commandant Jivanovic de DK a dit à ses subordonnés dans la pièce P21-92, est-ce que les maisons des Turcs sont en flammes? La réponse oui, oui, elles sont en flammes. Réponse c'est très bien, il faut que on incendie le plus de maisons possible. Et c'est P21-92. Là, comme le dit la famille Ibrahimovic, beaucoup d'expulsés avaient déjà été expulsés de leur maison vers les enclaves de Vlasenica et Bratunac. Il a témoigné, ma mère avait été expulsée de Vlasenica et envoyée à Tcherska. Ma sœur se trouvait à Tcherska. Ils y ont été jusqu'à février 93. Depuis là, ou à partir de là, ils sont passés par plusieurs villages et expliquent qu'ensuite ils sont arrivés à tout cela. Les autres, le reste de la population s'est rendu à Srebrenica. Donc Tcherka était vide et est resté vide.
Ici, vous voyez l'ordre de Jivanovic, commandant du corps de la Drina, P-2095, qui rend un ordre et explique qu'il a été décédé qu'en vertu de la directive numéro 4, il faut infliger à l'ennemi le plus de pertes possible, les épuiser, les casser ou les contraindre de se rendre et obliger la population musulmane locale à abandonner la zone de Tcherska, Jepa, Srebrenica et Goražde. Et donc, Jivanovic a compris qu'il mettait à exécution un ordre d'expulser la population. La défense se fonde au paragraphe de 1856 sur l'affirmation de Milovanovic qui sert à se protéger lui-même, selon laquelle la directive 4 avait prévu que la population musulmane s'enfuirait. Si tel était le cas, Jivanovic n'aurait pas dû ordonner leur expulsion et la conduite de l'opération, comme on peut le voir tout au long de la campagne de purification, que le but était d'expulser et de nettoyer le territoire. La défense affirme également, paragraphe 2854 de son mémoire, que Butler a témoigné que la directive 4 visait légitimement une portion de la population qui aidait l'armée bosniaque. En réalité, il a témoigné que c'est illégal et que la VRS visait la population civile d'une manière générale. Compte rendu d'audience, pages 16135, 16136 et 16144, 16145. La directive 4 a couché sur papier la manière dont la VRS a conduit ses opérations à partir de sa création. Le nettoyage systématique mené dans sa mise en œuvre reflétait ce que la VRS avait déjà fait dans les territoires revendiqués par les Serbes. Et donc, ce que s'est dit, c'est que la manière de mener la guerre des Serbes, brûler des villages, expulser les non-Serbes et ne leur rien laisser pour retourner, n'était pas une coïncidence. La directive a simplement codifié une pratique bien établie de la VRS et le nom et la signature qui avait dirigé la VRS dans la mise en œuvre de la campagne de purification dès la création de l'armée était le général Mladic. Par exemple, ici, P7086, un ordre du commandant de la brigade de Biratz du 26 janvier 1992. Déplacer les femmes et les enfants afin de les expulser des villages musulmans vers Klasia ou Grasenica pour les mener vers des centres de concentration. Alors que les hommes doivent être emmenés vers des centres de regroupement. Se reprend l'interprète. Andrich a reconnu que cela signifie que les femmes et les enfants dans les villages musulmans devaient être déplacés vers des villages musulmans. Compte rendu d'audience, page 34 773, et leur donner à ses subalternes de les déplacer. Et il se rendait compte des implications de cet ordre. Et il s'est rendu compte de cela, et dès lors, il a cherché à dire que cette référence aux femmes et aux enfants dans les villages musulmans se référait aux femmes et aux enfants de tous les groupes ethniques, avant de reconnaître, à la page 34 775, que cet ordre visait spécifiquement l'expulsion des femmes et enfants musulmans. Ici, on peut voir ici au 7380 qu'un mois après l'ordre de purification d'Andrich, Mladic l'a promu au rang de lieutenant-colonel et, comme vous le savez, à la fin de la guerre, il était général et chef d'état-major du corps de la Drina. Et cet ordre montre que les opérations de purification et les rafles de non-serbes
ont créé le besoin de regrouper et d'abriter des nombres importants de prisonniers. Ils ont été détenus dans des conditions terribles, dans des camps où ils ont été exposés à des passages à tabac, des violences sexuelles et à des meurtres en bon nombre, en grand nombre. Le système de camp était une entreprise commune entre la VRS, la RS MUP et les autorités civiles bosno-serbes. Vous pouvez voir ici au P 3801, rapport de Mitso Sanicic du 6 juillet 1851, que cette institution porte une responsabilité partagée du système. Il écrit dans le rapport « L'armée, les cellules de crise et présidences de guerre ont demandé que l'armée rassemble ou capture autant de civils musulmans que possible et laisse ces camps non définis aux organes chargés des affaires intérieures. Les conditions dans certains de ces camps sont médiocres, il n'y a pas à manger, les personnes parfois ne respectent pas les règles internationales, etc. Les preuves montrent que beaucoup de ces camps étaient gérés par les organes chargés des affaires intérieures, comme le dit Stanisic, mais beaucoup des camps incriminés étaient gérés par la VRS. On peut le voir surtout au paragraphe 312 à 313 de notre mémoire. Le système de camps était un système unique et nous avons également des preuves qui montrent les conditions terribles qui y régnaient. La VRS a joué un rôle essentiel dans le système, en plus de mener des opérations de nettoyage dans lesquelles, comme l'a relevé Stanisic, les civils musulmans étaient regroupés, capturés. La VRS organisait des camps, notamment les camps incriminés de Bijeljina, Banja Luka, Foča, Kalinovic, Rogatica et Ternopolje à Prijedor. Comme dans tout le reste du système, les conditions dans ces camps étaient horribles. Pour le moment, je parlerai de deux camps pour lesquels la défense reconnaît qu'ils étaient gérés par la VRS, mais avec des conditions humaines. Premièrement, Batković a été créé dans la municipalité biéliénale sur ordre de Mladić et géré par le corps de la Bosnie orientale. S'y trouvaient des milliers de non-serbes dans des situations de surpopulation et avec des conditions sanitaires insuffisantes. Les gardes passaient à tabac les détenus et parfois infligeaient de mauvais traitements à certains d'entre eux. Les détenus étaient obligés de se passer les uns les autres à tabac et de réaliser des actes sexuels les uns sur les autres. Cela figure dans l'annexe des différents faits que nous incriminons dans l'acte d'accusation. Un exemple, le témoin Mirsad Kuralic a été transféré de la prison de Vlasenica à Batković le 13 août 1992. Il a été détenu jusqu'au septembre 1992. Il était avec 10 autres détenus. Il a subi des tortures particulières. Il a été passé à tabac plusieurs fois. Il devait avoir des rapports sexuels les uns avec les autres, été battu devant les autres prisonniers. Lorsque des journalistes ou des représentants du CICR se sont rendus à Batković, les membres de l'unité spéciale ont été cachés. Les blessures infligées sont notamment fractures du crâne, des blessures dues à des coups de couteau dans les deux mains, aux pieds, des brûlures de cigarettes, des dégâts au système nerveux, bras droit fracturé, fracture du nez, de la mâchoire, des côtes et lésions au rein. Il a eu un stress post-traumatique pendant très longtemps et a subi également des lésions physiques qui ont duré longtemps. La défense estime au paragraphe 1629 que Batković détenait des prisonniers de guerre et des prisonniers pour lesquels il y avait des soupçons de faits criminels ou de crimes de guerre. Or, les preuves citées réfutent cela.
Par exemple, la défense fait référence au transfert de prisonniers à Meniatsa, j'en parlerai, mais il faut passer pour ça à huis clos partiel. Huis clos partiel, dit le président. Le président, audience publique, greffier, nous sommes en audience publique. Merci, monsieur le greffier, dit le président. Accusation. Le témoin de la défense et juge militaire Bojanovic a dit avoir visité les camps, compte rendu page 27 975, et Adnan, l'autre défenseur de la défense, a reconnu qu'il savait qu'il était détenu à Batkovic du simple fait qu'il était croate. Je cite. Je ne voyais aucune autre raison ou explication. Fin de citation. La défense affirme que le transfert de prisonniers à Batkovic aux fins d'échange prouve que la VRS n'avait pas d'intention criminelle. Paragraphe 1641 du mémoire de la défense. Mais cette affirmation ne tient pas la route. Ces personnes détenues uniquement pour être échangées étaient détenues par la VRS là-bas dans des conditions criminelles et honteuses. Et il s'agissait avant tout de civils qui avaient été raflés aux fins de leur détention et ont été expulsés. Certains ont subi des abus et certains ont été tués lorsqu'ils étaient en détention. Je vais parler à présent de Maniacha. Le premier corps de Krajina y a tenu des milliers de détenus, la quasi-totalité des non-serbes. Ils étaient détenus sans être suffisamment alimentés, ils n'avaient pas assez à boire et à manger, dans des étables surpeuplées. Ils étaient pour beaucoup passés à tabac, ils ont subi de mauvais traitements et 10 ont été tués. Par exemple, un juge de Saint-Skimos a été transféré à Maniatsa le 17 juin 1992. Il a été régulièrement battu dès son arrivée. Il a perdu connaissance à plusieurs reprises. Lorsqu'il était battu par les soldats et la police militaire, il a perdu une dent, a perdu approximativement un tiers de son foie en raison de l'insuffisance de l'alimentation dans le camp, avant d'être transporté en décembre 1992 en Allemagne. Lorsqu'il a fait sa déclaration en 2000, il ressentait encore des douleurs du fait des passages à tabac. Tout cela peut être retrouvé au P3293. La défense déclare également que la VRS a... La défense affirme également que la VRS a libéré des détenus dont il a été constaté qu'ils n'avaient pas participé au combat. Tout cela est basé sur les preuves relatives à Maniatsa. Ces preuves, P241, montrent que 700 détenus ont été transférés vers la Croatie en novembre 1992.
ceci a finalement complété leur expulsion permanente des territoires revendiqués par les Serbes. La défense a admis que les dirigeants serbes avaient imposé cela comme condition pour fermer le camp. L'autre preuve invoquée est P219 qui parle de l'intention de discuter de la possibilité pour certains détenus de rentrer chez eux à Sanski-Most, mais ne cite aucun exemple de telle chose qui se soit concrétisée parce que la VRS avait détruit leur maison lors des opérations de nettoyage. Nous y reviendrons, nous examinons cela dans ce que nous disons au sujet des municipalités. Ici aussi, les preuves montrent que les prisonniers détenus par la VRS à Mindset étaient des civils, essentiellement. Et je vous renvoie P20, P21, P220, P221, se reprend l'interprète, et la déclaration de Adil Medic selon laquelle Vukelic lui avait dit que peu de détenus de Maniatsa avaient quelque chose à voir avec un conflit armé. Au paragraphe 72 de son mémoire, la défense conteste l'utilisation par Piers Turkers de preuves paroïdiques selon lesquelles Mladic contrôlait les centres de détention, en ce compris Batkovic. Premièrement, les preuves montrent que Mladic lui-même a dit à Tucker qu'il contrôlait ces centres. Ce n'est pas une preuve paroïdique, c'est un aveu. Deuxièmement, à Kula, la défense fait également abstraction du témoignage de son propre témoignage. Savo Soskanovic, officier de l'état-major principal, selon lequel la prison de Kula se trouvait sous le contrôle de l'armée. C'est une citation. Comme nous l'indiquons dans les arguments sur Elijah, les officiers de la VRS, en ce compris des membres du commandement de la SRK, exerçaient ce contrôle en partie en approuvant l'utilisation de détenus de la prison de Kula pour du travail forcé sur le front. Et au cours de ces opérations, certains ont été tués. La défense explique que ce sont des gens qui l'ont fait en violation des ordres, mais le document cité par la défense, note de bas de page 3058, montre que les officiers de la VRS, en ce compris le chef de la sécurité, Marco Ludonia, a approuvé ces missions de travaux forcés. Kula était l'un des centres du système des camps de détention, comme Batkovic et Foča et Maniatsa. La défense affirme au paragraphe 1324 que 156 personnes y étaient logées à Kula, seulement des combattants, alors que les documents bosno-serbes, par exemple P3808, reflètent que des milliers de civils non-serbes étaient passés par Kula en octobre 1994. Nous écrivons au paragraphe 322 à 332 de notre mémoire quel a été le nombre immense de civils qui ont été détenus dans l'ensemble de ce camp de divers systèmes qui correspondaient à la pratique mise en œuvre à Batkovic, Maniatsa et Kula, et tout cela sur l'ordre d'Andrić, dont nous avons déjà parlé. Alors, l'un des lieux de détention intentionnelle de civils, c'est le plus important dans ce système, c'est Maniatsa. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont les prisonniers de Maniatsa ont été traités à la fin du mois d'août 1992, suite à la condamnation internationale des camps bosno-serbes. Mladic a rencontré le président, puis l'état-major principal a chargé le personnel du camp de Maniatsa de traiter ses détenus. Le camp a identifié 92 personnes qui n'avaient pas participé à des activités de combat
qui avait des problèmes de santé importants et qui avait attiré l'attention des journalistes et des représentants des organisations humanitaires. Et dans la pièce P4288, page 1, vous pouvez constater vous pouvez constater cela dans une émission de la BBC. Dans la pièce P243, on voit des prisonniers qui attirent l'attention internationale également. Mais 3 semaines plus tard, 3 de ces 92 prisonniers que le personnel du camp avait identifiés ont été libérés en vertu de l'amnistie accordée par le président Karadzic. Et je vous renvoie au paragraphe 341 de notre mémoire en clôture à ce sujet. Enfin, pour aujourd'hui, je souhaite ajouter que la défense a tenté de réduire au minimum les éléments de preuve concernant les différents crimes individuels qui figurent à l'acte d'accusation. La défense laisse entendre que ces crimes ont été commis par des soldats ivres qui auraient agi de leur propre initiative ou par des civils qui auraient revêtu des tenues militaires et les jours particuliers où la VRS a attaqué tel ou tel village. Mais ces arguments ne tiennent pas. Nous avons écrit dans nos tableaux concernant les incidents incriminés dans l'acte d'accusation et dans notre mémoire que la totalité des auteurs avaient été identifiés. Dans divers incidents, ces éléments de preuve englobent les rapports de la VRS qui montrent des attaques d'hommes en uniforme contre des villages à la date des crimes incriminés dans l'acte d'accusation. On voit la connaissance que les témoins avaient avec leur mentor. On voit que des personnes sont identifiées par leur nom ou celui de leur unité, y compris on voit l'utilisation d'armes lourdes comme des chars, et il y a également la capacité d'un certain nombre de soldats soumis au service militaire obligatoire de distinguer entre différents types d'uniformes. Je voudrais que nous penchions sur un incident particulier qui concerne le nettoyage d'un village suite à une décision du président de la cellule de crise, Milan Tupajic, membre de la 2e brigade de Romagna. Nous avons là l'ordre de Krstic la veille concernant les zones à attaquer dans la municipalité en question, pièce P6641, et cet ordre est complété par l'ordre du commandant Galic du corps de Romagna Sarajevo, P7408. Un survivant, Munira Selmanovic, explique que le 22 septembre 1992, une survivante, correction de l'interprète. Munira Selmanovic explique que le 22 septembre 1992, elle a vu des soldats vêtus de tenues de couleur vert olive et d'uniformes de camouflage qui regroupaient les villageois musulmans et les emmenaient en direction d'un champ. Pièce P717, paragraphe 8. Elle a reconnu Momčilo Pajic, un Serbe qu'elle connaissait très bien, qui était chargé des soldats. Paragraphes 11 et 12. Pajic était un capitaine qui commandait la 2e brigade de Romagna, même unité que celle qui a été évoquée par Tupajic. Monsieur le Président, je pense que je pourrais peut-être terminer sur ce sujet avant que nous ne suspendions l'audience. Le Président, 2 minutes, si 2 minutes vous suffisent, pas de problème. Monsieur Traldi, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, Pajic lorsque il est revenu, a procédé à la séparation des hommes par rapport aux femmes et aux enfants ainsi qu'aux personnes âgées. Et Selmanovic et d'autres femmes et enfants ont été emmenés jusqu'aux lignes de confrontation et abandonnés à cet endroit avant de retourner à pied dans Sarajevo assiégé. Elle avait supplié de pouvoir emmener avec elle son fils qui était adolescent, mais ce dernier a été retenu dans ce champ de Metalka.
La deuxième brigade de Romagna, vous la verrez sur une diapositive. Ce soir-là, à 18 h, il s'y est produit le Ciszenie, le nettoyage du village. D'ici à la tombée de la nuit, Tupajic savait que les hommes avaient été assassinés. Pièce P 3170, pages 15427 et 15428 du compte-rendu d'audience également. Selmanovic est évoqué dans la pièce P727 et P7529, s'est rendu compte que les victimes avaient brûlé dans une décharge publique un lieu connu sous le nom de Ivan Polier. Et dans la pièce P727, on apprend que les victimes ont été identifiées comme étant effectivement les personnes que Selmanovic avait vues et qui avaient été encerclées, regroupées et mises en détention par les soldats. Seul son fils étant resté sur le champ de Metalka. La déposition de Tupajic nous apprend que les hommes ont été assassinés et incendiés. Ceci est le résultat des éléments de preuve de médecine légale. Et les mêmes informations se retrouvent dans la pièce P727 et à la page 68-18 du compte-rendu d'audience. Donc, ces éléments composent une mosaïque qui est cohérente par rapport aux auteurs de ces crimes et à la nature de ces crimes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie, Monsieur Traldi. Pour des raisons pratiques, je demande quelle est la suite qu'envisage l'accusation. Monsieur Tiger, Monsieur le Président, nous avons respecté à peu près l'horaire que nous avions prévu pour la matinée d'aujourd'hui. Donc nous sommes, je crois, toujours dans les temps. Le Président, eh bien, une dizaine de minutes de différence ne font guère de différence en tout cas. Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain, mardi 6 décembre à 9 h 30 dans ce même prétoire.